Alors, voilà, j'entends pas le mot enregistré, mais bon, c'est que ça doit bien se passer. Euh, alors, oui. Écoutez, bienvenue à tous et à toutes à cette restitution d'études et de capitalisation d'expérience plus particulièrement. Donc, notamment la restitution de la capitalisation du projet de coordination des acteurs-actrices pour la promotion de la couverture santé universelle, plus communément appelé CAP-CSU, qui est un projet mené au Bénin et en Guinée. Alors, je suis Claire Honoré, je suis coordinatrice des activités du réseau apprenant au F3E et j'ai eu l'honneur d'accompagner Essentiel dans cette capitalisation des expériences. Donc, je présenterai un petit peu plus tout à l'heure le rôle du F3E dans cette étude. Et donc, nous avons l'honneur de vous présenter les résultats de cette démarche de capitalisation qui a occupé, on va dire, pendant un peu plus de 8 mois, les acteurs-actrices qui sont présents aujourd'hui pour venir témoigner de cette expérience. Donc, essentiel comme, alors je vais pas enfin, ils vont se présenter eux-mêmes, en tout cas la chouette équipe, le binôme Cher et Mesmin qui ont mené tambour battant cette étude. Donc, essentiel à développer effectivement une spécificité de travail autour de l'appui aux mutuelles pour l'amélioration de l'offre de soins et plus spécifiquement les dispositifs de médecins conseils. Donc, l'idée, c'est de vous partager les spécificités effectivement du travail autour de ces mutuelles et les points forts et les défis encore qui restent à relever. Avant d'aller plus loin dans cette présentation, je souhaiterais vous rappeler que si vous pouvez fermer vos micros, en tout cas les laisser fermer pendant la présentation afin d'éviter évidemment toute perturbation sonore, ce serait super. Et puis évidemment, si vous prenez la parole, vous désactivez votre micro. Et vous avez bien sûr le chat que vous trouverez sous la petite bulle qui vous permet en tout cas de présenter, de poser vos questions éventuelles ou les éléments de compréhension tout au long de cette présentation. Alors, on va donc être ensemble pendant 2 heures. Et le programme, en tout cas, que nous vous proposons, c'est donc d'une petite partie de présentation qui est essentielle. Qu'est-ce que le projet CAP-CSU? Quels sont évidemment au départ les besoins, les attentes pour cette étude? Je vous présenterai rapidement l'accompagnement du F3E dans cette étude-là. Et puis, nous aurons un temps de présentation par l'équipe de consultance de la capitalisation qui a été menée. À la fois le cadrage méthodologique, les retours d'expérience, les principaux enseignements qui sont ressortis de cette étude, et puis les livrables qui ont été produits, qui sont accessibles sur le site internet du F3E, donc sur notre clic études, l'ensemble des livrables sont à disposition. Évidemment, à la fin de cette présentation, il y aura un petit temps de questions, de clarification. S'il y a des éléments que vous souhaiteriez un peu mieux comprendre, on vous laissera évidemment la parole. Vous pourrez prendre, en tout cas, poser vos questions sur le chat. Et puis, si on a besoin d'explicitation, on pourrait prendre la parole. Et ensuite, on aura un temps de débat et d'échange autour de 2 questions clés que l'équipe d'Essentiel a souhaité vous poser pour avoir vos retours, pour pouvoir s'inspirer un petit peu aussi de vos expériences à vous. Et donc, on vous donnera la parole pour notamment apporter des éléments, en tout cas d'arguments, de questionnements, éventuellement d'éléments comparatifs aussi à des expériences que vous pouvez mener dans vos projets respectifs. Voilà, et puis on donnera la parole ensuite à l'équipe d'Essentiel qui donnera des éléments un petit peu des qu'est-ce qui va venir aujourd'hui, donc comment la suite, quelle va être la suite de cette étude. Voilà. Alors, nous avons le plaisir, en tout cas, d'avoir autour de cette table de restitution, donc Cher Diouf, qui est chargé de projet, qui a été accompagné en binôme par Mesmin Dosoyovo, qui est chef de projet également au Bénin. Sur place, il y a eu les assistants techniques Gérard Oudéoku et Alpha Amadou Diallo, qui ont été aussi des aides très, très précieuses pour mener ce projet. Au niveau des partenaires d'Essentiel qui ont contribué fortement à cette démarche de capitalisation, nous avons la FENAMOUS au Bénin, la CONSAMOUS au Bénin, le FMG en Guinée et le PPSOGI en Guinée.
Et puis l'équipe de consultance qui a donc accompagné Essentiel dans cette capitalisation avec donc toute sa méthodologie et son appui aussi pédagogique pour notamment permettre à Essentiel de monter en compétence sur les démarches de capitalisation. Donc nous avons le plaisir aussi d'avoir aujourd'hui Dr Bapaté Barry, Madame Bouey El Hadji Nadia et Marc Toté d'Intermonde Belgique. Donc Marc Toté qui était le chef de mission et qui est accompagné donc du docteur Bapaté Barry et de Madame Bouey El Hadji Nadia sur les missions terrain. Mais il présentera son équipe tout à l'heure sans souci. Et donc je me suis présentée tout à l'heure, donc je vais un petit peu animer cette restitution. Je vais donc laisser la parole à Cher et à Mesmin qui vont nous présenter un petit peu du coup Essentiel pour celles et ceux qui ne connaissent pas Essentiel et le contexte de cette démarche de capitalisation d'expérience. Si vous avez un problème technique ou s'il se passe quelque chose, n'hésitez pas dans le chat, je serai vigilante pour voir les soucis éventuels. Voilà. Je laisse la parole à Cher. Bonjour, chers tous. Je m'appelle Cher Diouf, je suis chargé de projet à Essentiel. Et avec mon collègue Misma, on a décidé qu'il n'y aura qu'une seule personne qui va faire la présentation. Et c'est mon collègue Misma. Je vous remercie. Ok, bonjour à tout le monde. Je m'associe à la parole de Claire de F3E pour vous souhaiter la bienvenue. Je peux vous dire que je suis le plus heureux parce que je suis le chef du projet qui fait l'objet de cette capitalisation. Et ce sera un plaisir pour moi, effectivement, d'avoir toutes les contributions pour permettre d'avancer plus sur ce projet. Mon nom, c'est Dosu Yovo Mesme Emmanuel. Je suis béninois de père et de mère, donc je réside actuellement au Bénin et je fais la coordination du projet CAP-CSU sur les deux pays. Euh, euh, Qu'est-ce que Essentiel? L'idée, c'est de présenter brièvement Essentiel. Essentiel est une ONG française basée à Nantes et qui a été créée en 1992, d'accord? Et pour la petite histoire, l'association, à ses origines, portait la dénomination de Nantes-Bénin, Nantes-Guinée, et progressivement a changé de dénomination pour s'appeler Essentiel. Et Essentiel signifie simplement que la santé est un droit fondamental, est un droit essentiel, est un droit universel. Il n'y a pas à chercher loin par rapport à cette dénomination. Et cela se traduit dans toutes les missions d'Essentiel qui est de favoriser l'accès à la santé, aux services de santé de proximité et aux services de santé de qualité aux populations. Et cela se décline également par rapport au niveau de ces 4 axes stratégiques qui ont été définis récemment et qui ont rapport avec la promotion de la couverture santé universelle, l'amélioration de la qualité de l'offre de soins, la promotion de la santé, l'éducation à la solidarité. Essentiel dans sa gouvernance a des membres physiques, à cette personnes physiques qui sont membres du conseil d'administration et des membres des personnes morales, notamment Harmonie Mutuelle, le groupe Vive, qui sont effectivement des membres de l'association. En 2024, Essentiel intervenait dans plusieurs pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger, le Sénégal, le Togo, avec des problématiques vraiment allant dans le sens de sa vision qui est de faciliter l'accès à des services de santé dans toute sa dimension de façon holistique aux populations. Diapo. Le projet CAP-CSU, comme Claire l'a défini, c'est la coordination des acteurs pour la promotion de la couverture santé universelle. Au-delà du sigle, au moment où le projet l'a se créé, on disait, on a pris le cap vers le projet, vers la couverture santé universelle. Comme vous le savez, c'est un objectif effectivement du monde entier, d'accord, qui est d'arriver à une couverture santé universelle d'ici 2030. Et pour nous, dans les deux pays, c'était qu'on venait de prendre le cap pour aller vers cet objectif-là, cet objectif qui est un objectif international, avec pour effectivement l'objectif de contribuer au développement effectivement de la couverture santé universelle, mais à travers la mobilisation de la société civile et le développement un peu des mutuelles de santé.
Et vous voyez déjà les objectifs de ce projet parce que c'est un projet qui a démarré en fait en 2020 et qui a franchi la première phase et est actuellement dans sa deuxième phase triennale 2023-2026 avec qui bénéficie de soutien financier de l'AFD, de l'Agence française de développement et du groupe Vive qui fait partie vraiment des membres de l'association, avec des objectifs qui sont déclinés là pour ce projet. Nous ne sommes pas là pour effectivement parler de résultats, mais vraiment de présenter brièvement un peu la configuration de ce projet. Diapo. Cela étant, pourquoi cette capitalisation? Parce que le projet CAP CSU a été conçu sur les cendres de plusieurs dynamiques un peu de soutien aux mutuelles de santé, aussi bien au Bénin qu'en Guinée. Je peux dire qu'en Guinée, l'ancêtre du projet CAP CSU, c'était le projet Santé pour tous, qui avait bénéficié également du soutien financier de l'AFD sur plusieurs phases. Et à un moment donné, il était question effectivement de passer à une vitesse supérieure et de passer à un projet qui mobilise les deux pays dans une logique effectivement de partage d'expérience, non seulement entre les deux pays, mais effectivement au-delà des deux pays. Et la capitalisation faisait partie intégrante des objectifs qu'on s'était fixés dès le départ pour partager un peu ça. Donc, comme écrit, comme consulat, la capitalisation, c'est juste effectivement pour avoir des éléments pour influer des décisions parce que, comme vous le savez, dans les dispositifs assurantiels dans les pays actuellement, les mutuelles ne sont pas encore ancrées effectivement comme des acteurs principaux en matière de couverture santé universelle. Et l'influence dont on parle ici, c'est d'arriver effectivement à convaincre un peu les pouvoirs publics que les dispositifs assurantiels du type mutuelle de santé sont indispensables. Et les attentes fortes étaient effectivement de tirer des enseignements, de valoriser les pratiques un peu des mutuelles de santé soutenues dans les deux pays afin de mieux comprendre la diversité de leur rôle et de pouvoir convaincre les pouvoirs publics et dans un objectif de mieux articuler les rôles des mutuelles avec les politiques nationales au niveau des pays pour impulser véritablement la couverture santé universelle. Donc voilà un peu globalement les éléments effectivement qui sous-tendent un peu cette dynamique de capitalisation. Diapo. Voilà, donc voilà. Donc, les objectifs de cette capitalisation, c'est de valoriser et rendre visibles les pratiques et savoir-faire des mutuelles, renforcées grâce au projet. Et nous avons choisi 5 axes, effectivement, par rapport à la professionnalisation des mutuelles, enrichir et renforcer l'argumentaire pour le plaidoyer, parce que l'idée qui sous-tend cette capitalisation, effectivement, pour aller vers le plaidoyer, c'est de faire sortir des évidences qui puissent effectivement permettre effectivement d'infléchir un peu les positions des pouvoirs publics qui, globalement, je puis le dire, sont pas tellement trop favorables au développement des mutuelles de santé. Et effectivement, tout ça là pour alimenter effectivement les stratégies de plaidoyer. Donc voilà un peu globalement ce que je peux dire par rapport à l'historique. Effectivement, la présentation d'essentiel, les fondements même de cette capitalisation et pourquoi cette capitalisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mesmin. Du coup, je vais enchaîner avec le rôle du F3E et son accompagnement dans cette étude. Pour celles et ceux qui nous connaissent déjà, ça va vous rappeler des souvenirs. Donc, le F3E, en fait, accompagne ses membres, et donc, en l'occurrence, essentiel dans cette capitalisation, dans la rédaction des termes de référence de l'étude, dans la publication aussi d'un appel à manifestation d'intérêt et par suite un appel d'offres restreint, donc via un listing de consultantes avec lesquels nous travaillons. Et on a également appuyé essentiel dans la sélection de l'équipe de consultance pour coller au mieux à leurs attentes, à leurs besoins, à ce qu'ils souhaitaient faire dans cette démarche de capitalisation.
On a également un rôle intéressant dans le cadrage de l'étude au moment du démarrage de l'étude pour vraiment bien prendre en compte les différents aspects, les attendus en termes de mission terrain, en termes de méthodologie, en termes de travail avec les acteurs et les actrices. Et on revient à la fin du processus sur la relecture des livrables et la diffusion au sein du réseau, dont cette restitution élargie aujourd'hui. Donc l'étude de capitalisation d'Essentiel, c'est une étude vraiment intéressante, donc comme je le disais, qui met en avant vraiment une spécificité d'Essentiel, donc son travail avec les mutuelles de santé. Et c'est une étude qui intervient aussi à un moment clé pour les mutuelles et pour le projet CAP CSU, puisque c'est vraiment au moment de la deuxième phase du projet. C'est un travail qui s'est fait de manière tout à fait collective, puisqu'il y a eu un comité de pilotage qui a été construit pour cela, donc avec justement l'implication de plusieurs acteurs et actrices qui ont été impliqués dans la démarche. Et donc, il y a eu effectivement un focus sur la définition de l'objet de capitalisation. Il y a eu un gros travail et notamment un challenge de se dire, voilà, on a une expérience de plus d'une dizaine d'années, comment on va réussir à cibler et à surtout donner à voir ce que font les mutuelles, leur savoir-faire. Et l'idée étant vraiment de pouvoir trouver la manière de montrer la spécificité, l'intérêt dans une démarche notamment de plaidoyer, comme l'expliquait Mesmin tout à l'heure, avec un objectif vraiment d'appuyer la capitalisation au service vraiment du plaidoyer et en donnant des exemples très concrets en fait de réalisation, de savoir-faire et d'apports innovants en fait des mutuelles sur les terrains qui ont été étudiés. Donc ça, c'est une capitalisation qui s'est faite sur un temps quand même relativement court, puisqu'elle a commencé en mai, je dirais, donc tout le processus de sélection, effectivement, s'est fait un petit peu plus en amont, mais on va dire que l'étude a vraiment démarré au mois de mai 2025 et elle s'est terminée avec les livrables à la fin du mois de novembre. Donc, on a vraiment un temps assez court, donc avec effectivement une efficacité sur le terrain. Mais voilà, c'est assez challenge, je dirais, pour le temps qui a été en tout cas imparti. Et puis, on a eu la chance de travailler avec une équipe de consultance complémentaire, puisqu'on a une équipe à la fois mixte dans les compétences, mais aussi dans les connaissances terrain, puisqu'on a eu donc un chef de projet qui était plutôt international et on a eu des chefs, en tout cas des consultants de terrain qui étaient plus sur les terrains spécifiquement. Donc Marc, tu nous présenteras davantage un peu l'équipe, mais qui connaissait parfaitement à la fois du coup le Bénin et la Guinée. Donc on a eu aussi tout ce qui était précieux dans cette étude, c'est vraiment l'implication plus du binôme Cher et Mesmin qui a accompagné vraiment toute la démarche du début à la fin sur le terrain. Donc il y a eu une implication vraiment très très importante. Et dans le cas d'une capitalisation, c'est vraiment précieux puisque l'idée étant que ça puisse ensuite être internalisé en termes de compétences et que ça puisse imprégner en tout cas la culture de travail d'Essentiel. Voilà ce que je peux dire sur l'accompagnement de cette étude. Je profite évidemment d'avoir la parole et d'avoir la souris en main, peut-être pour vous dire qu'en termes de capitalisation, nous avons une formation, en tout cas le F3E dispense une formation très prochainement du 9 mars au 2 juin, donc une formation de 42 heures qui va être à la fois en distanciel et en présentiel. Si vous êtes intéressé, si vous avez la possibilité, le temps, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet, je vous partagerai évidemment le lien dans le chat. Voilà, je vais donc laisser la parole et la main également en termes de partage d'écran à Marc. Marc Toté, notre chef de mission qui va nous présenter en tout cas sa démarche de capitalisation avec Essentiel. Est-ce que c'est bon pour toi, Marc ? C'est bon. Vous voyez mon écran? C'est très bon pour nous. C'est bon? C'est parfait? D'accord, je vais enlever les vignettes, les mettre un petit peu ailleurs. Bonjour à tout le monde d'abord. Très content de retrouver dans le chat un certain nombre d'amis, d'anciens collègues. Et donc ça fait plaisir aussi de pouvoir restituer un petit peu plus largement et sérieusement un travail qui est quand même assez considérable et important. Je me présente rapidement. Moi, je suis géographe. J'ai commencé dans la coopération en 1987, donc ça remonte un petit peu,
Au Burkina, essentiellement, un investissement de plusieurs années au Yatenga. Et puis j'ai continué, j'ai enchaîné avec un doctorat, et puis j'ai travaillé longtemps au Cota, donc déjà dans la consultance, évaluation, capitalisation, études, etc. En particulier avec le F3E, on a eu un gros travail en 2004 de le séminaire de Paris sur la question de l'impact, comment travailler cette question-là déjà. Et puis ensuite, on a enchaîné sur un certain nombre de choses, et j'ai démissionné du Cota en 2006 pour intégrer Intermonde. Intermonde, il faut se dire que c'est assez particulier comme association sans but lucratif. Ce n'est pas une ONG, ce n'est pas non plus un bureau d'études. Donc on est vraiment une association. On est une petite équipe, 3 personnes pour l'instant, avec un Camerounais, Marius Nkunawa, qui devient directeur. Moi, je prends ma retraite dans pas longtemps. Une Brésilienne, Carolina Marquez, qui est notre spécialiste genre. Et donc, on travaille à Intermonde la question de réunir les mondes, des représentations complètement différentes, des façons d'être au monde et des rapports à un certain nombre de choses complètement différents. Donc, on essaye d'articuler tout ça. Et on est un peu spécialisé depuis pas mal d'années, du coup, sur le changement, la question du changement, comment accompagner le changement, non pas tant dans les formes, c'est-à-dire ce qui apparaît le plus visible, mais aussi tout autant, et peut-être parfois plus, dans les représentations, les imaginaires, ce qu'on appelle les imaginaires instituants de société pour ceux qui voient la référence, et en particulier les nôtres. Combien la liberté est très fantasmée souvent, et combien on se rend compte que au plus on se sent libre, au plus on est manipulable, par exemple. Donc voilà ce qui m'invite, moi. Je vais essayer de passer à la slide qui me concernait directement. Présentation de l'étude. Eh bien, j'avais la chance d'avoir dans l'équipe Nadia Bouey, qui vous a déjà été un petit peu présenté, Nadia Fatima El Hadj Bouey, qui est en fait qui a 15 ans d'expérience en tant que responsable de section départementale d'une mutuelle de santé, et qui était notre spécialiste genre dans l'équipe. Et puis le docteur Babaté pour la Guinée cette fois, donc Nadia c'était pour le Bénin, qui est docteur et qui est spécialisé en santé communautaire en épidémiologie. Donc effectivement des gens très compétents auprès desquels on apprend beaucoup. Je vais vous parler rapidement du cadrage méthodologique, c'est important. La méthodologie, nous, on a une certaine définition de la capitalisation. Elle rassemble toute une série de choses, évidemment, la mise en mémoire institutionnelle de ce qui a été fait durant le projet ou durant un programme. Le fait de rendre visible, c'est la chose la plus un peu commune, on va dire, de la capitalisation, mais il y a aussi à apprendre collectivement, qui est très important. Et puis, peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est comment innover au-delà de ce que les gens se représentent de ce qui a été fait, leur appréciation, comment renforcer encore la réflexion collectivement pour tirer plus d'enseignements encore, afin tout ça de mieux décider. Alors, ce qui est important aussi, c'est que la capitalisation est souvent considérée comme le fait de tirer collectivement des enseignements, des expériences. Pour nous, c'est aussi et peut-être surtout de transformer des connaissances en savoir. Des connaissances, c'est toujours quelque chose qui est situé, qui est vécu, donc qui est internalisé d'une certaine façon, selon la posture, selon la situation des gens, selon leur position, qu'ils soient directeurs ou bien, on va dire, chargés plutôt d'un certain nombre de tâches. En savoir qui sont plus généralisables. Donc ça veut dire que ça exige de pouvoir aller au-delà et de pouvoir essayer de retirer quelques conditions de généralisation pour pouvoir externaliser, pour pouvoir utiliser, disons, ce qu'on a retiré de l'expérience un petit peu plus largement. Ça veut dire concrètement qu'il y a un enjeu de collecte qui est plutôt intracatégoriel. Ça veut dire que dans chacune des catégories, les hommes, les femmes, les usagers, les élus de mutuelles, les usagers des mutuelles, les acteurs de la santé, les prestataires, on va essayer de retirer groupe par groupe les informations, comment les gens ont vécu finalement l'action. Il y a des enjeux de débat, évidemment. Donc pour nous, on a
on a mis ça en deux phases qui sont plutôt catégorielles. Donc comment rassembler ces catégories pour les faire débattre et pour monter en force dans les enseignements qu'on peut retirer de tout ça. Évidemment, dans le cas de cette capitalisation un peu particulière, il y avait un enjeu de plaidoyer qui était important, c'est-à-dire comment faire ressortir de tout ça des messages importants et des documents éventuellement pour pouvoir influer, comme l'a dit M. Mesmin, Dossuyovo. Les principes et les étapes de ce travail, c'est avant tout de partir de ce qui a été accompli, c'est-à-dire que, comme l'a rappelé M. Mesmin, les équipes avaient déjà défini les objets de capitalisation et avaient déjà élaboré quelques trames de questionnement. On a pu se servir de ça et les renforcer. Avaient même rempli à l'intérieur de l'équipe certaines trames. Donc il s'agissait surtout pour nous de s'entendre sur les enjeux et les périmètres et puis d'affiner, de construire ensemble des trames de questionnement un petit peu plus élaborées qui tiennent compte par exemple de notre préoccupation qui est plus interculturelle. Hein. C'est comment est-ce qu'on est parfois bloqué dans des façons de penser les choses, comment on questionne ça aussi, les représentations, etc. Partir du local avant de remonter au national, évidemment. Donc, stratégiquement, c'est d'abord aller sur le terrain pour pouvoir, ne fût-ce que expliquer au national de façon un peu plus documentée ce qui est important dans cette perspective d'un petit peu plus développer de l'influence. Et multiplier les occasions de partage et de restitution. Donc, quelles que soient les phases, il y a eu des restitutions locales et puis des restitutions nationales dans chacun des pays. Donc, les objets de capitalisation, on en a déjà un peu parlé, ce sont surtout des objets de professionnalisation. Et c'est là que c'est important aussi. On n'est pas dans du renforcement de capacité qui est, comment est-ce que je vais dire, assez peu défini. On est dans des choses très précises. Le marketing social, le contrôle social, le marketing social qui touche surtout l'objectif d'augmenter les adhésions, mais pas seulement de favoriser la bonne compréhension des services et leur utilisation des services de santé. Le contrôle social qui vise plutôt à favoriser la participation des membres, notamment de la communauté, à la décision, mais aussi au suivi, c'est-à-dire comment est-ce que, plutôt que d'être comme il y a 10-15 ans, ce qu'on nous on constatait quand on faisait ce travail sur les mutuelles, dans simplement un travail de sensibilisation pour le recrutement chaque année de nouveaux cotisants, en espérant qu'il y en ait plus qui rentrent que ceux qui en sortent, parce que c'est quand même important aussi de se rendre compte qu'il y a pas mal de départs dans les mutuelles. Donc le contrôle social, c'est aussi un suivi, c'est peut-être surtout un suivi des cotisants pour savoir si tout se passe bien, et puis un contrôle des services en termes d'accueil, etc., pour savoir si les choses se passent bien aussi. La médecine conseil, donc là, on verra plus en détail, mais qui fait un travail considérable de suivi des attestations de soins, des factures, etc. La régulation des inégalités d'accès, un domaine important, en particulier comment est-ce que l'accueil est investi par les prestataires de santé, mais aussi par les usagers qui n'ont pas nécessairement une bonne perception de ce que doit et peut être l'accueil, étant donné les difficultés que peuvent avoir des services de santé. Et puis la qualité des soins. Donc on va détailler tout ça d'une manière plus précise. Hein. Ce qui est important, ce que nous on a apporté, c'est de définir un cadre heuristique, un cadre d'analyse de tout ça, qui est celui-ci, où on voit au milieu, on retrouve les objets de professionnalisation et qu'on va confronter aux usagers, par exemple, par rapport à des choses qui nous habitent, nous, très fort. Hein. C'est encore une fois des représentations, le rapport à la maladie, aux soins, quand on sait que y a que nous, dans la modernité, qui pensons que la maladie, ça vient d'un virus, d'une bactérie, mais que beaucoup savent là-bas que ça vient pour le dire un petit peu avec humour, hein, mais que ça vient de personnes qui vous l'ont envoyé, que ce soit des vivants ou des non-vivants. Ça génère évidemment un rapport aux services de santé un peu particulier, qu'il faut comprendre dans des situations très rurales, dans un certain nombre de contextes. Vis-à-vis des agents et des prestataires de services, c'est plutôt le rapport au service et à la qualité. Les services ne sont jamais investis
dans beaucoup de sociétés rurales notamment, de la même manière que chez nous, et encore que chez nous, il y a de plus en plus de difficultés de ce point de vue-là. Mais donc l'investissement dans le service est quelque chose qui est évidemment à questionner. Et puis le rapport à la gouvernance s'agissant des décideurs. Donc comment est-ce que ces objets peuvent être définis et décidés en partie par des mutuelles? Est-ce que dans la façon de concevoir la gouvernance, les décideurs autorisent, dans quelle mesure ils sont comment on va dire, ils acceptent de le faire d'une certaine manière, hein. Donc on avait les mutuelles qui étaient à l'intermédiaire entre les usagers et les agents, qui étaient évidemment notre pied-à-terre, on va dire. C'est à partir de là qu'on part. Et puis entre le local et le national, les associations mutualistes qu'on a investies à l'échelle nationale. Voilà le cadre heuristique un peu du travail. La méthode sur le terrain, ça a été du coup en conséquence, hein, d'abord une précollecte par les consultants nationaux. Donc on est bien là dans la logique catégorielle et on avait en termes de dispositifs deux unions de communes dans le département de Djougou, Waké le département de la Donga au Bénin. Donc deux unions communales de Waké et Djougou. Et puis le projet investissait sur quatre unions communales à l'échelle préfectorale en Guinée. Et on a retenu dans chacun des cas deux situations, donc deux unions. Donc choix de deux sites dans chaque pays avec 2 jours par site. Donc ça faisait en tout 4-5 jours sous forme de focus group avec des entretiens particuliers le soir ou entre certains focus group, hein. Et donc on est bien là sur, on va prendre d'un côté les élus des mutuelles et d'un autre côté les usagers hommes, les usagers femmes, un travail avec l'équipe projet bien entendu, et puis les agents de santé qui sont conviés de façon particulière. Ensuite, une phase où c'est moi qui apparaît. Donc la première phase, ce sont les consultants nationaux qui gèrent ça, à peu près une semaine, hein. Et puis moi je viens dans une seconde vague pour travailler, pour animer du débat en quelque sorte, et pour approfondir les choses. Donc une phase de partage et d'approfondissement qui est plus là intercatégorielle. On est sur à peu près le même dispositif, 2 jours sur site, puis 2 jours à la capitale pour des entretiens avec ministères et fédérations de mutuelles et 1 jour de restitution. 2 petits mots sur les contextes nationaux, c'est important. Dans les 2 pays, il y a une préoccupation assez incontestable en faveur de ce qui est la protection sociale, la loi portant mutuelle sociale, le développement sanitaire pour la Guinée, l'inclusion des personnes vulnérables. Il y a eu mise en place d'un fonds de développement social de l'indigence, par exemple, ou bien la prévision dans la loi, l'article 63 de la loi 2021, d'un Conseil national de la mutualité sociale. Donc ça, c'est pour la Guinée. Pour le Bénin, depuis 2009, le Bénin est engagé dans l'initiative l'UEMOA, c'est-à-dire qui concerne la mise en place d'un cadre permettant de régir les mutuelles sociales, l'organe administratif des mutuelles sociales, mais ça n'a jamais été mis en pratique. En 2019 apparaît un programme programme ARCHE, l'assurance maladie du programme ARCHE, qui est le programme d'assurance pour le renforcement du capital humain, qui fonctionne de manière assez, sur un principe et une logique plutôt financière, notamment comment on va dire, de couverture des pauvres extrêmes, et donc de financement de la santé des pauvres extrêmes dans le pays. Donc il y a une première phase pilote, et puis on en est à la généralisation de tout ce programme qui pose pas mal de questions, qui ne prend absolument pas en compte pour l'instant les mutuelles, sauf si ça a changé depuis notre passage. Et donc l'enjeu, c'était vraiment d'essayer de voir dans quelle mesure, enfin de porter l'importance des mutuelles sociales dans le cadre de ce programme-là au Bénin.
une loi 2020 et 2037 qui réglemente le caractère obligatoire de l'assurance maladie. Et en 2024, il y a la nouvelle politique nationale de protection sociale avec cette agence qui va être mise en place pour la gestion du programme ARCHE. Donc pas mal de choses qui bougent dans les deux pays avec des accents assez différents. Il y a quand même le caractère obligatoire de l'assurance maladie qui est maintenant une loi au Bénin en tout cas. Mais dans les deux cas, très peu d'engagements financiers concrets et beaucoup d'inachèvements juridiques. Alors des décrets qui manquent, par exemple en Guinée pour le Conseil national de mutualité sociale, ça n'est pas effectif. Et même chose pour un certain nombre d'aspects pour le Bénin. C'est pas seulement l'achèvement juridique en termes de décrets, c'est aussi le manque de formation des agents qui peinent. Il y a évidemment pas mal dans les deux pays de programmes et d'études sur les mutuelles qui sont financés par l'extérieur, par l'AFD, par Enabel, donc l'équivalent, on va dire, c'est pas tout à fait l'équivalent en fait, l'agence belge de coopération, par des ONG allemandes, par la GIZ, par des ONG belges et françaises, notamment sur les dispositifs qui étaient appuyés par Essentiel et qui sont développés depuis un certain temps déjà avec les structures guinéennes et béninoises spécialisées, donc les structures mutualistes qui sont partenaires de ce projet. Donc pas mal de choses de ce point de vue-là, mais finalement peu de collaboration, c'est important de le dire aussi, entre les différents programmes, un besoin d'harmonisation assez évident par rapport à ces différentes interventions. Le contexte commun pour renforcer encore les choses, c'est, quel que soit d'ailleurs au-delà de ces deux pays, c'est dans les pays africains et sahéliens en particulier, la rareté des ressources financières en particulier, physiques, des équipements qui manquent, la volatilité de l'aide étrangère de plus en plus, c'est quelque chose qui en 2025 s'est fortement accentué évidemment, malheureusement. Et comme on l'a dit, la désharmonie, c'est-à-dire le fait que, eh bien, on n'a pas les mêmes façons, les mêmes outils, les mêmes façons d'accompagner les mutuelles, et de manière générale, la faible capacité contributive des communautés. Ce qui, pour les spécialistes comme Valérie Reed, qui est un des spécialistes de ces questions-là, pose des questions sur la difficulté de faire respecter à la fois les principes de Alma-Ata, c'est-à-dire le fait que les décisions communautaires sont importantes en matière de gestion et d'inscription par les mutuelles communautaires de santé, donc l'importance des communautés dans les décisions. Et ça pose aussi la question du paiement direct des soins, l'initiative de Bamako. Tout ça, pour ces spécialistes, donc c'est l'état de l'art sur la question, n'est plus d'actualité. Ce qui est promu aujourd'hui, en général, c'est l'inscription obligatoire et la professionnalisation, et le partage du financement de l'assurance maladie entre les communautés et l'État. Ça va, vous m'entendez bien? Vous me suivez? Oui, bien. Ok, je continue alors. Ouais, c'est bon. Ouais, très bien. Parfait, merci. Sur le contexte local, mais M. Messema l'a rappelé en grande partie, il y a une histoire un peu différente. La Guinée, il y a une grande antériorité de l'appui essentiel, c'était Guinée 44 auparavant, et sur ce secteur-là, il y avait un projet précédent, la santé pour tous, tandis qu'au Bénin, c'est beaucoup plus récent. On est sur un dispositif de 4 mutuelles préfectorales et de 3 mutuelles communales au Bénin. Donc c'est Dalaba, Labé, Pita et Télémélé. On est dans le Fouta Djallon de ce côté-là. Pour ce qui concerne la Guinée, avec 15-16 mutuelles suivies et accompagnées, et une douzaine au Bénin, avec une des unions de mutuelles qui a été abandonnée en deuxième phase pour des raisons diverses et variées, mais qui pourront être expliquées par la suite. On est sur la capitalisation même, un échantillon d'une centaine de personnes des deux côtés. Enfin, 46 personnes qui ont été questionnées, et puis d'autres qui sont venues en ce qui concerne la Guinée lors de la restitution nationale. On peut compter quelque chose comme à peu près 90-90 personnes, de la même manière que le Bénin. On est sur des ordres de grandeur sensiblement équivalents. Alors, je vais passer à ce qui a été observé, donc, ce qu'on a fait remonter comme témoignage
Cette photo pour exprimer qu'il y avait beaucoup d'envie de dire, de parler, de manifester son vécu sur ce programme-là. Donc une certaine émulation qui est toujours un bon signe d'un projet qui fonctionne bien. Le premier point, c'était le marketing social en pratique. Ce qui est important, donc on a rappelé que c'était pour augmenter l'adhésion en partie, hein, mais aussi favoriser la bonne compréhension des services et leur utilisation. C'est qu'il y a eu 4 phases qui ont été bien documentées grâce à la capitalisation. Donc le ciblage initial qui est très très important, donc savoir à qui on s'adresse par une cartographie des acteurs et des usagers, et une identification personnalisée par une carte individuelle qui a été établie un peu tardivement dans le programme, hein, mais c'est très important. Donc pour remplacer le carnet familial qui est géré par le chef de famille, c'est une carte individuelle. Donc les mamans, les femmes, comme les enfants, ont leur carte et peuvent du coup aller de manière beaucoup plus personnalisée, on va dire, au centre de santé. Deuxièmement, le développement d'outils de planification de la sensibilisation communication. Donc, grâce au ciblage initial, on développe des outils différents selon les cibles. Et donc, il y a tout un travail là qui est important. Troisième étape, la mise en place de dispositifs et d'outils de concertation. Donc là, on est plus à l'échelle des échanges, de la définition de règles et de conventions avec toute une série d'acteurs, dont les services et les prestataires de services, les services de santé, mais aussi des autorités locales. On va voir ça tout de suite plus en détail. Et puis la mobilisation de personnalités pour le plaidoyer local ou national. Il y a eu différentes modalités concrètes de mobilisation. On peut résumer ça comme ça, hein, c'est le ciblage diversifié par cartographie avec la personnalisation de cartes qui va permettre de repérer un certain nombre de focales. Donc ce sera, par exemple au Bénin, on va travailler un petit peu plus avec les mosquées, en Guinée avec les diasporas. Donc on va travailler dans les deux cas, plus avec des associations, avec des groupements, avec des coopératives. Au Bénin, c'est avec, par exemple, la Fédération des paysans du Fouta Djallon, qui commence à prendre beaucoup d'importance. Et puis les écoles qui viennent un petit peu plus tard et qui sont aussi une focale importante. L'inscription de personnes vulnérables, donc il y a tout un savoir-faire qui commence à se développer là, qui est important, notamment par rapport au programme Arche au Bénin. Le développement d'outils de sensibilisation, les émissions radio, donc un effort de communication et surtout de planification du recrutement, on va dire, de la sensibilisation et de la mobilisation de futurs adhérents. À un autre niveau, donc on est sur des règles de fonctionnement, de la concertation, des conventions, avec tout acteur impliqué, on va dire concerné. Comme exemple de régulation ou de règles de fonctionnement, c'est par exemple l'instauration de l'adhésion obligatoire de 5 membres par famille, ou bien, et c'est important, l'extension de la validité des cotisations à 12 mois pleins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un adhérent s'inscrit à partir du mois de juin, il va avoir le service jusqu'à juin de l'année suivante et pas nécessairement uniquement jusqu'à décembre, jusqu'à la fin de l'année comme ça se faisait précédemment. Donc toute une série de petites règles de ce type-là qui sont extrêmement importantes évidemment. Sur la communication par exemple, ça va être aussi la sensibilisation lors de cérémonies sociales, les mariages, les baptêmes qui vont être bien investis notamment au Bénin, et l'organisation de visites régulières dans les structures de santé pour garantir la qualité de l'accueil, l'équité de traitement. Là, on est dans les conventions avec les postes de santé. Vous voyez un peu de quoi il s'agit, du coup, le marketing social modélisé, et qui va avoir de l'influence sur les autres dimensions, les autres métiers, notamment le contrôle social. On a rappelé que le contrôle social, c'était pour favoriser la participation des membres aux décisions, pour suivre et contrôler le bon fonctionnement de la mutuelle. À ce stade, ça se fait très fort par les techniciens et avec, dans certains cas, les élus, mais pas de manière systématique encore. Et là, il y a un besoin d'améliorer la participation des élus, et notamment par l'élaboration d'un manuel technique un petit peu plus précis à leur destination.
comment ça fonctionne par échantillonnage raisonné. Donc, sur base de 10 attestations par mois où des questions se posent, on va vérifier par un appel ou par des visites comment ça s'est passé auprès du cotisant. Comment ça s'est passé, donc qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et lorsqu'il y a lieu, il y a une confrontation avec les agents de santé qui est réalisée. Là encore, pour rappeler les choses, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'il y a un suivi et qu'on ne reste pas sur l'idée qu'une fois que quelqu'un a payé sa cotisation, tout est fini, on n'a plus rien à faire. Hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, rapproché, un suivi rapproché. La médecine conseil, alors il est important de la voir comme une interface importante entre tout ce qui est usager de services de santé et producteur de services de santé. Donc les usagers, c'est au-delà des mutualistes, mais ils sont bien dedans, hein, les cotisants des mutuelles. Mais il y a des impacts, des effets qui sont bien au-delà des mutualistes, des cotisants, on va dire. La médecine conseil, du coup, elle va se charger d'appuyer la contractualisation entre mutuelles et services de santé, de suivre et analyser les prestations de soins, donc à travers les attestations de soins, à travers les facturations. Donc tout est contrôlé. On a estimé que pour un médecin conseil ou l'infirmier spécialisé au Bénin, il s'agissait de suivre par mois 150 à 200 documents, attestations ou factures, et souvent les deux en même temps. Donc c'est un travail assez considérable et on a estimé qu'il était possible de le faire au niveau d'un médecin pour 2 unions. C'était possible, mais au-delà, ça devenait une lourde tâche, beaucoup plus compliquée. Donc c'est aussi le suivi de la mise en œuvre des conventions qui est important. Et puis, au-delà de ça, c'est le renforcement des compétences des prestataires. Donc il y a des formations qui sont effectuées par le médecin conseil, des formations qui peuvent être aussi sur le tas, hein, en fonction des situations qui ont été identifiées et de la manière de les résoudre. Donc renforcement des compétences des prestataires de santé. Voilà pour la médecine conseil. Oui, quelque chose d'important, dans le cas de la Guinée, c'était un médecin, et même 2 médecins, puis finalement ça a été assuré par un seul médecin. Si je ne me trompe pas, sur les 5 unions préfectorales de mutuelles. Et puis au Bénin, c'était un infirmier qualifié. Je passe maintenant aux 2 derniers métiers, on va dire, les inégalités d'accès et la qualité des soins. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est assez fort en interface avec ces 2 sphères, les usagers d'un côté, les usagers de services et les producteurs de services. C'est l'inégalité d'accès aux soins qui s'adresse un petit peu plus aux mutuelles, donc aux usagers, et la qualité des soins qui s'adresse un petit peu plus aux producteurs de services. On va voir ça dans les détails. Pour les inégalités d'accès aux soins, il s'agissait d'organiser et de suivre l'accès aux soins. Donc ça veut dire, d'abord il y avait des équipements, hein, donc un minimum par exemple de carnet de notes ou de ce type d'équipement pour pouvoir suivre les choses et analyser les attestations de soins qui sont utilisées véritablement comme outil de contrôle de la qualité de délivrance du service, hein, donc pas encore la qualité des soins en tant que tels. L'identification de personnes ressources chargées d'améliorer la qualité de l'accueil. La mise en place d'un comité de suivi chargé d'assurer le suivi des tâches et de l'organisation interne. Donc là, c'est important, hein, ce comité de suivi, le fait qu'il soit pérenne, qu'il soit stabilisé dans les services de santé. Et la définition conjointe des règles de prise en charge entre mutuelles et centres de santé. Au niveau de la qualité des soins, il s'agissait plus d'impliquer les autorités sanitaires dans l'organisation de l'accueil. Donc de sensibiliser les directeurs préfectoraux ou régionaux de la santé, d'intégrer les chefs de poste dans le suivi, de former ces chefs de poste, de faire que le chef de poste relaie aux prestataires de services, qui est un renforcement de capacité de ces agents à tous les niveaux, sur la base des besoins prioritaires qui ont été identifiés, de clarifier les responsabilités
par l'affichage des rôles de chaque personnel dans les services de soins. Donc cette question d'affichage qui est aussi extrêmement importante. Alors, ça donne un certain nombre de résultats, hein. C'était pas le plus important d'avoir les résultats. C'était, comme l'a rappelé le chef de mission, c'était véritablement d'avoir, le chef de projet, pardon, d'avoir euh, des, de bien documenter le fonctionnement de ces dispositifs. Mais enfin, on peut quand même dire qu'il y a, et c'est important, un doublement des cotisants sur la seconde phase en Guinée. Je rappellerai que la Guinée, les dispositifs sont bien plus antérieurs, bien plus vieux qu'au Bénin. Donc il y a une certaine, on va dire, peut-être saturation, en tout cas c'est bien rodé, avec une légère augmentation de la proportion de femmes adhérentes. Et donc derrière adhérents, il y a le fait d'avoir un statut un petit peu particulier dans les mutuelles, d'être un peu porte-parole, et le maintien des bénéficiaires. Au Bénin, les résultats sont plus marqués. Une augmentation forte des cotisants par an. Donc là, il y a eu véritablement un réveil des mutuelles qui étaient, elles aussi anciennes, mais qui n'avaient pas été depuis aussi longtemps accompagnées par les programmes de Essentiel. Donc 5 fois plus de cotisants, passant de 478 à 2477, c'est assez considérable. Une augmentation sensible des bénéficiaires femmes qui passe de 48% à 67%. Ce qui nous permet aussi d'identifier des indicateurs stratégiques à suivre, l'amélioration des consultations de maternité, donc de l'importance des femmes dans les mutuelles, et donc toute la question de la santé de la reproduction, évidemment, et puis l'amélioration de la participation des femmes à l'effort de sensibilisation marketing social. Dans les entretiens qu'on a eus avec les femmes, il ressortait très fort leur envie par exemple dans les groupements, dans les coopératives, dans les associations de femmes, d'essayer de mobiliser leurs collègues, les autres membres de l'association, hein. Donc même si un travail est fait pour essayer de fidéliser les associations, de faire en sorte qu'elles adhèrent à une mutuelle, ce n'est pas pour autant que la proportion est importante. Parfois, on est entre 30 à 50% de membres d'associations qui acceptent d'intégrer une mutuelle. Donc il y a tout un travail important et on sent bien l'importance que peuvent avoir les femmes dans ce travail-là pour mobiliser les autres membres. Donc, en ce qui concerne, on va passer rapidement à quelques résultats, effets et impacts qualitatifs. Évidemment, on n'est pas sur un mode évaluation là, hein, mais c'est vraiment des choses qui ressortent de tous les témoignages qu'on a reçus. En termes de résultats, il y a quelque chose qui est presque une évidence, c'est la bonne gestion interne, le suivi des conventions, les traitements des plaintes des mutualistes qui se fait beaucoup mieux qu'avant. La mobilisation croissante de la population, de la diaspora, notamment en Guinée, où la communauté est beaucoup plus investie et beaucoup plus homogène, on peut dire, que ce qu'on peut trouver au Bénin. C'est quelque chose qui est très peu étudié, ça, quand on parle de l'importance des communautés dans les mutuelles, c'est-à-dire les différentes manières de faire communauté, qui est, à mon avis, un angle mort de pas mal d'études sur les mutuelles. Les groupements, donc mobilisation croissante des groupements, des autorités dans la sensibilisation de leurs proches. Donc on a rencontré quelques autorités, des maires ou des délégués spéciaux qui étaient vraiment investis des questions de mutuelles depuis ce programme. Le suivi conseil dans et avec les centres de santé. Donc ça, c'est un résultat très important, la mise en place de dispositifs de ce type-là, avec un certain nombre d'effets. L'amélioration de l'accueil, il y a une espèce d'évidence aussi là, l'accueil est amélioré, et de la communication dans les structures de soins. Alors c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème encore d'accueil, hein. On va le voir tout de suite, et on va expliquer les raisons de ça peut-être, mais il y a un certain nombre de mutualistes qui se plaignent encore de l'accueil ici et là, que ce soit en Guinée et au Bénin. Le fait d'avoir une carte personnalisée dans les représentations, ça fonctionne comme un espèce de droit de passage. Et donc, ça peut avoir, chez certains en tout cas, ça peut mettre en tête l'idée que on devrait passer par rapport à d'autres, et c'est pas normal qu'on soit pas pris immédiatement et sans prendre en compte l'importance des urgences
et des autres critères qui conditionnent évidemment l'accueil au niveau des centres de santé de base. Donc, des choses encore à améliorer certainement, mais d'une manière générale, une amélioration de l'accueil, une réduction significative des pratiques frauduleuses, une proportion plus élevée de satisfaits, une plus grande difficulté pour les autres qui sont moins de 10%, d'après les chiffres que nous ont fournis les médecins conseils, moins de 10%, on est dans certains cas à 95% de satisfaits. Donc, plus grande difficulté pour ces insatisfaits de diffuser les mauvaises informations, et on sait que la rumeur peut être très très rapide et très difficile à contrôler, avoir de fortes répercussions dans ces milieux-là. Donc c'est important de pouvoir suivre ces indicateurs. La sécurisation des fonds mutualistes par l'inscription groupée obligatoire et les cartes d'adhésion, encore un effet important. Tout cela générant des impacts qu'on a synthétisés en 4 grandes catégories. La confiance, l'amélioration de la confiance entre communautés et mutuelles, l'amélioration de la fidélisation des membres, l'amélioration de la transparence et donc du climat relationnel entre mutualistes et prestataires, et puis l'amélioration de la gouvernance, de la qualité des soins, des recettes des centres de santé. 2 choses importantes ici, la fidélisation. Donc, on sait que qu'il est difficile dans les mutuelles les plus anciennes de garder et de fidéliser. Donc, il y a des améliorations très très sensibles à ce niveau-là, extrêmement importantes à documenter. Et puis l'amélioration des recettes des centres de santé. Donc là, il y a une espèce d'unanimité et les infirmiers aussi bien que les chefs de poste reconnaissent que les recettes des centres de santé sont améliorées par le travail des mutuelles. C'est quelque chose qui est pourtant difficile à documenter parce que les chiffres ne nous sont pas donnés. Il y a une exigence de ne pas donner les chiffres à n'importe qui, évidemment. Et donc, ça doit remonter toute la filière du ministère de la Santé, des directions de santé, avant d'être fourni. Mais la plupart des personnes rencontrées dans les prestataires de services étaient assez convaincus du fait qu'il y a une augmentation de recettes. Alors les limites de tout ça, c'est que tous ces effets restent quand même fragiles du fait de 2 choses. Le sous-financement généralisé des services de santé dans ces zones, dans ces pays, et le principe de bénévolat dans la gestion des mutuelles. Sous-financement généralisé des services de santé, le manque de personnel, le sous-effectif structurel. On apprend que 80% des prestataires sont des stagiaires dans beaucoup de centres de santé. C'est quand même une information importante par rapport aux normes de l'OMS. Donc ça veut dire qu'on est sur des compétences assez réduites, de personnes qui changent assez rapidement, après 2 ans, après leur stage, passent à autre chose, sont éventuellement conviés à aller ailleurs. Donc il y a justement le fait que le système d'attribution des postes est par recrutement national et que le turnover est important de ce fait-là. Il y a un maintien qui est difficile au niveau local des personnes qui sont considérablement finalement renforcées par ce type de programme et qui finalement disparaissent après un certain temps. Le manque d'équipement et les ruptures de médicaments. Donc pas mal de recommandations qui ont été faites par les participants sur toutes ces questions-là. Un principe de bénévolat dans la gestion des mutuelles, principe de bénévolat qui limite le développement de compétences à l'échelle locale pour la gestion de mutuelles. Donc on est parfois sur des dispositifs quand même assez vieux. On trouve dans les élus des mutuelles de base, donc à l'échelle du village, des personnes qui ont 30 ans de service et qui sont fatiguées. Et ça limite le dynamisme évidemment des mutuelles locales. Tout ça pour dire l'importance d'une certaine centralisation qui était un des enjeux de ce programme, il y a des expériences au Sénégal qui font la démonstration de ce qu'il n'est plus possible de travailler à l'échelle extrêmement locale. La question des mutuelles, il faut absolument un intermédiaire
à l'échelle communale ou à l'échelle départementale ou préfectorale dans le cas de la Guinée, de façon à concentrer les efforts de professionnalisation sur tous ces métiers-là, les 5 objets qu'on vient de passer en revue. Et ça va faire un changement considérable. On peut dire que, on peut supposer en tout cas, il y a suffisamment d'éléments, on va dire, pour dire que à la faveur de ces renforcements et de ce changement d'échelle, les mutuelles peuvent être en capacité d'assumer la couverture santé universelle pour ce que les programmes ne parviennent pas à faire pour l'instant. La couverture santé universelle est réservée à tout ce qui est salarié et tout ce qui est, on va dire, formel, mais dans l'informel et l'agricole, c'est le vrai enjeu, évidemment, hein, qui a été rappelé par le chef de projet. Tout ceci en conformité donc avec les recherches les plus récentes sur les mutuelles d'Afrique. Il y a des beaux exemples, en particulier au Sénégal, et le chef de projet a eu l'occasion d'aller durant ce programme voir ce qui se passait aussi dans ce pays. On va passer à un autre niveau d'enseignement, si vous voulez bien. Il me reste encore un petit peu de temps. Premier enseignement sur le marketing social, c'est qu'il est possible, par le marketing social, d'encore plus renforcer les capacités des mutuelles en matière de mobilisation sociale et d'adhésion des plus démunis, à certaines conditions. D'abord, professionnaliser, comme on l'a vu, la mobilisation sociale et la gestion, faire du plaidoyer dans les programmes annuels d'investissement communaux, pour intégrer ça dans ces programmes. Impliquer les diasporas et les élus locaux, comme on l'a vu en Guinée en particulier. L'adaptation des produits aux réalités, donc par exemple l'ajout d'un paquet pharmacie dans les mutuelles. Et le fait de disposer d'un cadre régulateur, bien évidemment, pour toute mise à l'échelle avec subvention de l'État. Ça, c'est le vrai enjeu et la vraie demande de la plupart des acteurs mutualistes, évidemment. L'enseignement 2, c'est qu'il est possible de renforcer fortement les capacités des mutuelles en matière de gestion des fraudes et de régulation des mauvaises utilisations de services. Donc ça, on est au niveau de la médecine conseil, qualité des soins et contrôle social, avec pour la médecine conseil un travail important à renforcer au niveau de l'encadrement des conventions, de l'analyse des attestations de soins et évidemment toute la probité du médecin conseil qui est à bien vérifier au départ lors du recrutement. Puis l'amélioration de la qualité des soins, le renforcement de capacité, la redevabilité sur les constats cliniques, l'implication des directeurs des aires de santé, au fond, préfectoraux ou départementaux dans le suivi, et le renforcement du contrôle social par des entretiens par téléphone un peu plus réguliers, des visites, ce qui devrait à ce moment-là renforcer confiance, transparence et fidélisation. Les bonnes pratiques par rapport à ça qui ont été relevées, c'est les enquêtes de satisfaction qui ont été les plus relevées. Hein. C'est une synthèse que je vous présente ici, évidemment. Et les diagnostics participatifs pour identifier les causes profondes des difficultés. Le troisième enseignement, il concerne la coopération nationale et internationale. C'est le fait de renforcer les structures nationales de gestion des mutuelles. Il y a, avec plus de concertation, il y a vraiment un besoin de plus de concertation entre les différents acteurs, de plus de partage d'expérience, de plus de partage de formation et d'information, des programmes croisés en synergie. Alors, le programme CAP-CSU, c'était un de ces objectifs spécifiques, comme ça vous l'a été montré un petit peu plus haut. Hein. Et donc, il y avait dans ce programme quelques exemples intéressants, par exemple une collaboration entre Essentiel et Fraternité Médecine Guinée, sur les vulnérables, l'identification des vulnérables, et cette expérience va démontrer l'importance des mutuelles pour identifier et pour sécuriser les paiements auprès des vulnérables. Je ne l'ai pas dit, mais ce que a fait remonter l'expérience Arche au Bénin, c'est quand même des gros problèmes à ce niveau-là, à la fois au niveau de l'identification des plus vulnérables. On a retrouvé des directeurs d'écoles qui avaient bénéficié des fonds Arche, donc indûment. Il y a d'autres exemples. Il y a aussi le fait que les centres de santé ont dû
pour payer ces indigents ou bien ces vulnérables avancé des sommes assez considérables et n'ont été remboursés que 2 ans après. Donc une série de problèmes de cette nature-là et qu'on peut attribuer au fait que les mutuelles n'ont pas été impliquées dans ce travail d'identification et même de gestion des paiements. Un master universitaire en santé publique avec la FMG, donc avec son responsable, qui va pouvoir utiliser les expériences de CAP-CSU dans ses cours et dispenser donc toute une série de choses de formation en termes de marketing social, contrôle social, etc. Quelques exemples de ce type donc. La mutualisation, évidemment, elle concerne aussi les acteurs nationaux. Mais tout ça, quelle que soit l'importance qu'on peut parvenir à mettre en place à travers ce type de programme, ne remplacera jamais un cadre régulateur et c'est l'enjeu premier finalement de la plupart des acteurs publics, ce qui fait la transition avec mon dernier chapitre. J'espère que vous êtes toujours attentif et que je ne vous ai pas trop endormi. Les attentes des acteurs publics, du coup, c'est avant tout de mettre en place un cadre régulateur. Au Bénin, ça prend la forme de l'organe administratif de la mutualité sociale, qui est l'OAMS, qui a été l'engagement auprès de l'UEMOA depuis 2009, mais qui n'a jamais été mis en place. Donc là, il y a un gros sujet de plaidoyer. Et puis intégrer la thématique mutuelle dans les politiques, les programmes, comme le programme ARCHE, et finalement tout document normatif de santé communautaire, qui est l'autre enjeu principal, avec des sous-enjeux qui sont de travailler les mécanismes d'adhésion automatique de la population, de demander aussi aux services publics de garantir aux décideurs, à l'État, de garantir la disponibilité des médicaments et la stabilité des coûts de prestation. C'est extrêmement important parce que ça participe aussi de la confiance que peuvent avoir les adhérents, les cotisants des mutuelles, évidemment, à tout le travail de la mutuelle. Quand il y a une rupture de médicaments, malgré tout l'effort, ça peut en dissuader certains. La mise en place d'une législation sur la maîtrise des coûts de médicaments, valoriser l'expertise technique des mutuelles existantes, ça on l'a déjà dit, et puis améliorer les effectifs en personnel des structures sanitaires, ça c'est vraiment fondamental. Enfin, identifier les moyens d'engagement des prestataires dans le marketing social. Les messages clés maintenant, on est presque à la fin, à introduire dans un plaidoyer, c'est qu'il y a pour tous, les agents de santé comme les mutualistes, une forte évidence à ce que les mutuelles améliorent les recettes et la délivrance des services des centres de santé proches. Grâce à cette professionnalisation sur les 5 objets qu'on vient de décrire, et que ces améliorations concernent toute la population et pas seulement les cotisants. En tout cas, toute la population, on va dire, de l'informel. Donc un message important pour montrer que tout ce qui est fait pour renforcer la professionnalisation des mutuelles bénéficie fortement aux centres de santé et pas seulement aux mutuelles et indirectement, on va dire, au plus largement à toute la population usagère de ces services. Il y a une évidence tout aussi forte dans le fait qu'elles ne peuvent le faire sur la durée sans financement de l'État, car les programmes extérieurs sont volatiles, les programmes extérieurs divisent les acteurs à un niveau plus national, donc on a eu quelques situations, quelques cas par rapport à ça, et les programmes extérieurs imposent leurs propres pratiques. Les messages clés, la suite des messages clés, c'est qu'il y a un postulat solide, bien qu'encore à chiffrer, sur les gains qui sont réalisés grâce aux consultations précoces. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de préventions grâce au travail des mutuelles qui empêchent, qui permettent de faire des économies considérables par rapport aux prestations qui sont menées dans l'urgence ou lorsque un malade est à un stade avancé de sa maladie, et bien évidemment. C'est quelque chose qui est difficile à mesurer, ça. Je n'ai pas trouvé de quoi le renforcer, donc ça reste un postulat qui est quand même solide et qui est bien remonté par la plupart des personnes qu'on a interrogées à ce sujet. Enfin, la nécessité de partager beaucoup plus les expériences, les ressources et de travailler à un plaidoyer commun.
Et à cet égard, on peut penser que le système de financement enferme les acteurs dans une sorte de chacun pour soi du fait d'un financement basé sur les résultats, donc chacun ses résultats, chacun ses objectifs. Il y a un gros travail de Valérie Reed qui est fait là-dessus pour déminer un peu la chose et pour montrer que dans le domaine de la santé, en tout cas, la gestion avec ces résultats n'est vraiment pas une évidence et qu'elle devrait être beaucoup plus interpellée. Un compartimentage des agendas et des modalités de travail. Euh, bon, c'est un peu la même chose. Je vais terminer sur enfin pas encore tout à fait terminé, mais on y est presque, sur les livrables qui ont été produits d'Optimo, hein. Il y a eu un policy brief de plaidoyer qui a été réalisé, un livret de sensibilisation avec des fiches, les 5 fiches techniques relatives à chacun des métiers ou des objets de professionnalisation. Il y a eu une maquette de plaidoyer qui a été effectuée sur les deux pays. Un rapport de capitalisation avec en annexe des rapports par pays qui sont disponibles aussi. Une synthèse communicante de ce rapport et différents supports de restitution comme celui-ci qui vient de vous être présenté, des rapports de restitution spécifiques à chacun des pays. Donc un travail quand même, comme l'a rappelé Claire, assez considérable en peu de temps. Et pour conclure, je voudrais partir de cette image qui est en fait, qui représente un gouvernant là, qui est un petit peu perdu dans toutes les injonctions paradoxales, on pourrait dire, qui lui arrivent, de tenir compte des mutuelles, mais attention de ne pas trop dépenser, évidemment, c'est la question de la dette publique, de travailler plutôt la gratuité des soins ou de payer les soins, etc., etc. Tout ce qui fait que, en fait, même s'il est possible d'améliorer la gestion collégiale des mutuelles, il y a quand même une difficulté pour les gouvernants de pouvoir bien, comment on va dire ça, naviguer dans tout ça et l'importance de tout ce type de travail pour pouvoir donner des informations un petit peu plus détaillées. Donc, il est possible de bien améliorer la gestion collégiale des mutuelles, permettant une amélioration des principaux indicateurs des mutuelles, autant que des centres de santé. L'importance de lier les deux ici, dans ce plaidoyer, à condition de recruter des personnes compétentes à l'échelle des préfectures et des communes, donc de renforcer l'effort de professionnalisation et de renforcement des compétences à une certaine échelle, de répartir le suivi sur un certain nombre de personnes ressources qui en ont la responsabilité. Donc ça ne tient pas seulement à ces personnes qui ont été renforcées, mais il y a tout un effort, et on le voit bien dans ce programme, de responsabilisation, notamment des femmes dans leurs associations, notamment des imams dans leurs mosquées, notamment des responsables de diaspora. Organiser le suivi-contrôle autant que la sensibilisation. Donc là, on est plus dans l'idée qu'il ne suffit pas de recruter et puis par la suite, une fois que les gens sont dedans, c'est fini, c'est bon. Je voulais juste rajouter quand même, et c'est important, qu'il y a des années, quand j'avais commencé ce travail, cette préoccupation sur les mutuelles, on entendait encore, il y avait un manuel pour pouvoir essayer de mobiliser les gens, et ce manuel montrait comment il fallait répondre aux questions des candidats mutualistes, et qui se terminait par écoutez, de toute façon, rentrez dedans, vous verrez, ça ne peut être qu'un succès. Et c'est là que commencent les problèmes, évidemment. C'est surtout pas comme ça qu'on peut préparer et qu'on peut prévenir les difficultés qui peuvent se présenter, qui se présenteront toujours lors de l'accueil en particulier. Et puis créer un partage, une reddition des comptes. Je pense que je vais oui, On va l'importance. peut-être laisser place aux questions, s'il y a des questions là, parce qu'on est un petit peu en retard dans le timing. Peut-être Marc, en tout cas, merci beaucoup Voilà, pour c'est cette terminé, j'allais présentation. terminer pour... Ouais. C'est la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc. Est-ce que vous avez, avant de passer peut-être aux questions clés, est-ce que vous avez des questions de compréhension par rapport en tout cas à cette présentation très exhaustive et très complète que Marc vient de nous faire de l'étude? Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaiteriez un peu plus approfondir ou des choses que vous n'avez pas forcément bien saisies? Peut-être. Je ne sais pas si Ah vous oui, m'entendez. oui Adrien, très bien. Oui. Bonjour, donc, du coup, je m'appelle Adrien Cascarino et je travaille pour l'ONG ATIA, qui appuie notamment des mutuelles au Togo et au Burkina Faso.
Du coup, pour dire juste des mutuelles à caractère obligatoire pour les micro-emprunteurs. Du coup, on travaille en partenariat avec des institutions de microfinance. Et du coup, j'avais juste une question, parce que j'avais vu que du coup, le projet s'appelait CAP CSU. Et donc, c'était juste, je me demandais, est-ce qu'il y a eu une évaluation aussi de, on va dire, du lien ou de la place des mutuelles dans la mise en place de la CSU, ou est-ce que c'était vraiment plus l'effectivité des mutuelles? Parce que enfin, nous, on a eu beaucoup de questions sur euh, comment est-ce qu'on peut favoriser la mise en place de la CSU, ou en tout cas d'une CSU pertinente avec les autorités de l'État, et du coup avec quelle autorité on s'adresse, quel est le point d'entrée le plus pertinent, voilà, et donc toutes ces questions-là aussi. Et du coup, voilà, c'était juste pour savoir si l'étude qui a été faite, il y avait aussi cette partie-là, mais donc vous avez peut-être pas beaucoup parlé là, pour se concentrer plutôt sur l'opérationnalité des mutuelles, ou aussi est-ce qu'il y avait eu vraiment une partie sur euh, quelle est comment les mutuelles ou les liens entre les mutuelles et les autorités institutionnelles ont pu modifier les lois ou au contraire mettre en place ou favoriser voilà, ce qui a pu être fait pour enfin, les réflexions sur les indigents et les travailleurs du secteur informel euh, en général. Voilà, ou du coup, est-ce que ça ne faisait pas partie du périmètre de cette évaluation? Tout à fait, ça, peut-être qu'on n'en a pas assez parlé, effectivement. Mais donc, il y a tout un travail au niveau des fédérations de mutuelles, en particulier au Bénin, et un rapport de force avec ce programme ARCH. Et monsieur Messin pourra expliquer ça plus en détail. Mais je voudrais simplement rappeler qu'effectivement, c'était pas, de toute façon, c'était pas une évaluation, hein. Donc, on essayait de partir véritablement de ce qui a été fait, des représentations et des appréciations des acteurs, sans trop donner sans vérifier l'efficacité et l'efficience, enfin, je veux dire les critères habituels d'évaluation. On est dans un autre type d'exercice quand même. Peut-être Mesmin, si... Ouais. Ouais. Oui, non, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ouais, je crois que Marc a répondu à la question. On n'était pas dans une démarche évaluative. On peut bien partager l'évaluation de la phase 1 du projet et l'évaluation un peu des effets et impacts du projet plus globalement, un peu avec lui, s'il le souhaite, plus tard. Voilà, donc on a fait des évaluations, on a l'évaluation, on a les résultats d'évaluation, mais cet exercice, vraiment, c'était vraiment pour capitaliser un peu les savoir-faire et avoir, comme je l'ai dit dès le début, des éléments effectivement de concrets, un peu d'évidence pour pouvoir faire des propositions concrètes aux autorités. En Guinée, je peux dire que notre intervention depuis une vingtaine d'années avec d'autres acteurs qui sont certainement autour de la table a permis effectivement à la Guinée, qui n'est pas dans la zone UEMOA, de mettre en place une loi spécifique pour les mutuelles de santé. Et ça, c'était une avancée très significative en 2021, que la Guinée ait décidé de mettre en place une loi qui a été votée à l'unanimité des députés à l'Assemblée nationale pour légiférer sur la mutualité sociale. Voilà, donc après, il n'y a pas eu d'évolution concrète par rapport aux tests d'application de cette loi. Au Bénin, le Bénin fait partie de la zone UEMOA. L'UEMOA a un règlement que chaque pays devrait pouvoir respecter d'une certaine manière. Le Bénin n'a pas encore effectivement mis en place tous ces instruments au niveau du pays. Et l'argument, nous cherchons toujours des arguments pour amener l'État béninois effectivement à jouer ce rôle-là. Et c'est aussi un peu le but de cette capitalisation pour amener des éléments nouveaux pour alimenter un peu l'argumentaire. Voilà ce que je peux dire. Mais on est prêt à partager avec vous les évaluations qui ont été faites précédemment. Je vous remercie. Merci Mesmin. Je vais relayer des questions qu'il y a également dans le chat. Alors, j'ai Bart Criel qui a dû partir, mais qui demande, Marc, d'avoir tes coordonnées puisqu'il souhaiterait un petit peu partager quelques réflexions suite à ta présentation. Et j'ai également une autre question qui est de Bénédicte Fontenot qui nous dit, avez-vous pu objectiver l'amélioration des taux de fidélisation des mutuelles? Donc, première question.
Et j'ai ensuite deux autres questions. Est-ce que vous pourriez préciser les limites et les critiques des financements extérieurs? Et dans un autre temps, à part l'apport financier, quel est l'intérêt d'une coopération extérieure? Donc on a voilà 3 questions, concernant donc le taux de fidélisation des mutuelles, enfin l'amélioration du taux de fidélisation des mutuelles. Quelles sont les limites et les critiques des financements extérieurs et quel serait l'intérêt d'une coopération extérieure outre l'apport financier? Bon, Bonjour Bénédicte. moi, je remercie Bénédicte pour sa question et je suis très content qu'elle soit autour de la table pour cette restitution parce elle avait beaucoup contribué à la à la mise en place du projet Cap CSU parce que c'est elle qui avait fait l'étude d'impact sur les initiatives antérieures et qui ont permis effectivement de changer un peu le cap et de faire mieux que ce qu'on faisait ailleurs. Même si aujourd'hui, les taux de fidélité sont encore très faibles. Ça, je le reconnais. Les taux de fidélité sont encore trop faibles parce que les critiques par rapport à l'offre de soins, par rapport à la qualité des soins, par rapport à plein de choses, ou bien même par rapport effectivement à la responsabilité des élus, continuent de faire que les gens ne font pas toujours confiance plusieurs années successivement. Donc, on continue d'avoir des adhérents qui sont convaincus une année et qui, effectivement, ne revient plus l'année prochaine pour plusieurs raisons, parce qu'ils n'ont pas été malades. Et voilà, ils se disent, voilà pourquoi je continue de le faire, parce qu'ils n'ont pas encore incorporé la notion un peu de prévoyance et de deux, des gens qui vont au service de soins et qui ne sont pas satisfaits pour des raisons ou autres et qui continuent et qui ne reviennent plus. Donc, du coup, je crois on est encore très loin et on est encore presque au même niveau qu'au moment où on faisait cette étude des effets. Quoi. Voilà. Je veux préciser quelque chose peut-être, hein. Moi, j'ai pas eu ce sentiment-là. C'est-à-dire que dans les chiffres, mais le problème des chiffres, c'est que ils sont pas assez, la période n'est pas assez suffisante. C'est-à-dire qu'on peut avoir les chiffres sur la dernière tranche, les 3 dernières années. Marc, l'évolution des chiffres, ce n'est pas les mêmes personnes qui reviennent d'une année à une autre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est Alors, pas le nombre, c'est pas le nombre c'est pas les évolutions des chiffres. C'est les mêmes personnes qui reviennent d'année en année. Et là, on est encore très loin d'avoir ce taux de fidélisation, en fait. mais je pense qu'il y a justement à raffiner les outils. Et de ce point de vue-là, par rapport à la question qui est les difficultés qui peuvent se rencontrer en termes d'intervention, les outils qui sont proposés, par exemple, par Louvain Coopération sont différents, l'ONG belge, des outils proposés par Essentiel. Et il y a du coup des difficultés pour ces mutuelles de s'en sortir. Chacun vient avec son outil. En particulier pour Louvain Coopération, c'est un outil qui exige d'être relié, d'être connecté à Internet, et ça pose des questions évidemment dans certaines zones qui sont ce que vous pouvez supposer. Donc là, c'est pour justement faire le lien entre le fait que pour avoir des bons outils et pour pouvoir documenter les choses à une certaine échelle, il faudrait une certaine harmonisation, qui n'est pas possible pour l'instant, surtout parce qu'il n'y a pas de cadre fédérateur à l'échelle nationale et de cet organe administratif des mutuelles sociales qui imposerait forcément un certain nombre d'outils, mais ça faciliterait beaucoup de choses. L'intérêt d'une intervention extérieure, je crois qu'elle se pose un peu partout et dans tous les domaines, c'est que tant que l'État n'assume pas un certain nombre de choses, il faut pouvoir faire la démonstration de ce qu'il est possible. Et c'est là que je trouve que ce projet est vraiment intéressant, parce qu'il montre euh, toute l'étendue des possibles et ce qu'il est possible de faire. Mais au-delà, il s'agit de se rendre dispensable et pas chercher à être indispensable. Et c'est toujours le problème des projets de développement, évidemment. Merci beaucoup, Marc et Mismin, pour ces précisions. On avait également une intervention, mais plus un éclairage de Junior. Peut-être le Junior, je peux vous laisser la parole puisque vous faites une petite comparaison avec ce qui se passe en RDC. Ça peut être peut-être plus intéressant que vous présentiez oralement ce que vous nous avez partagé dans le chat. Est-ce que vous êtes encore parmi nous? Junior, vous êtes encore là? Je ne sais pas.
Oui, vous êtes là. Bon, peut-être pas. En tout cas, Junior, effectivement, il est dans une autre réunion. Ah, bon. Donc peut-être qu'il interviendra tout à l'heure. On avait également une autre question sur la fonction de médecine conseil, notamment est-ce qu'il y a des constats entre un médecin et un autre personnel de type infirmier dans la mise en œuvre de ces fonctions? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je crois que c'est Oui, Pania. alors ce qu'il faut expliquer, au Bénin, les mutuelles contractualisent avec les formations sanitaires qui sont les centres de santé de premier plan, qui sont gérés fondamentalement par des majors qui sont des infirmiers. D'accord? Donc, l'infirmier conseil du Bénin ne fait que travailler avec ses collègues infirmiers. L'infirmier conseil ne va jamais effectivement aller contredire ou bien aller voir un médecin pour dire que la prescription n'est pas bonne. Donc, on essaie de faire ce parallélisme-là. En Guinée, nous avons des centres de santé qui sont gérés par des médecins et l'expérience a commencé en Guinée avec des médecins et on a continué parce que les médecins peuvent continuer à aller voir comment on appelle, la conformité du travail qui est fait par d'autres médecins et par les infirmiers. Je rappelle en même temps ce travail, quel type de conformité l'infirmier ou bien le médecin fait sur les programmes. Le premier niveau de conformité, d'accord, qui est vérifié, est-ce que la prescription faite, est-ce que le diagnostic fait correspond avec le traitement mis en place? Est-ce que le diagnostic correspond avec le traitement mis en place? Le deuxième niveau de conformité, est-ce que les prix pratiqués sont les prix qui ont été conventionnés? D'accord? Est-ce que les prix qu'on a rentrent un peu dans les cases? Parce que, bon, on peut se retrouver dans des dispositifs assurantiels avec des surfacturations, avec plein de choses. Et le dernier niveau de conformité dans le cadre du projet CAP-CSU, est-ce que effectivement, les outils mis à la disposition des formations sanitaires pour être renseignés, pour permettre le suivi, ces outils-là sont complètement renseignés ou sont bien renseignés. Donc, c'est les trois niveaux de conformité le personnel fait. Et je crois qu'on fait tout pour ne pas créer des frustrations, pour ne pas mettre les acteurs dans des situations un peu difficiles. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, on fait la même chose sur les deux territoires. On a un niveau qui correspond peut-être au Bénin à un niveau où l'infirmier conseil est expérimenté. Et ça ne pose aucun problème jusqu'à présent. Merci Mesma. Du coup, dans ce sens-là, il y avait également une question qui disait quel est le profil exact de cet infirmier conseil? Bon, c'est vrai que pour recruter quelqu'un, il faut que la personne ait un niveau tout au moins un peu supérieur à ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous, on a lancé des appels sur non seulement l'infirmier, mais effectivement qu'il ait une expérience d'au moins 5 ans dans le système national et qu'il maîtrise un peu les ordinogrammes, qu'il ait eu le temps de travailler sur les ordinogrammes et en capacité de voir la conformité. Parce que dans les pays, il y a les ordinogrammes qui guident un peu les diagnostics et les traitements. Donc, nous, notre objectif, c'est de dire, voilà, vous avez fait une prescription, on va vers l'ordinogramme pour voir si la prescription correspond au dispositif, au protocole national. Donc, Essentiel n'a rien créé, Essentiel ne fait que faire respecter dans les formations sanitaires les protocoles nationaux et les trucs là, c'est tout. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Super, merci beaucoup Mesma. On avait également une petite précision, je veux peut-être vous donner la parole, coach Sonia Boudouraman Chabi, vous précisiez notamment au Bénin, il y avait également la signature d'une charte. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être apporter cette précision pour compléter un petit peu le contexte national au Bénin qui a été présenté tout à l'heure? Non, peut-être pas. Donc, en tout cas, je peux peut-être du coup lire votre contribution. Effectivement, il précisait donc au Bénin, il y a eu la signature de la charte du cadre de concertation des acteurs de la mutualité sociale. En les acteurs étatiques, les acteurs mutualistes et les PTF.
Donc, pour, Ce que je peux préciser, oui, c'est mais que oui. nous sommes au Bénin dans la démarche un peu de plaidoyer pour que l'État prenne ses responsabilités, plus de responsabilités en matière de mutualité. Et dans cette quête-là, vers la victoire de ce truc-là, on a mis en place un cadre de concertation des acteurs de la mutualité sociale qui regroupe les organisations mutualistes et les fêtières, qui regroupe les services publics, c'est-à-dire les ministères concernés, d'accord, le ministère de la Santé, le ministère de l'Action sociale, et qui regroupe également les PTF, dont Essentiel, WSM, tout et tout. Et ce cadre a pour but de réfléchir pour faire des propositions concrètes pour qu'on aille vers la mise en place des organes de trucs. Donc, c'est de ça qu'il parle. Donc, c'est un organe qu'on est arrivé à mettre en place au Bénin et on réfléchit sur la meilleure façon de le faire également en Guinée. Donc, au moins, on a un interlocuteur aujourd'hui au Bénin qui peut effectivement faire des réflexions dans ce sens. Celui qui vient de parler, M. Tchabi, il est le directeur exécutif de la FENAMUS Bénin, qui est la Fédération nationale un peu des organisations mutualistes. Donc, je crois que c'est à ce titre qu'il dit, qu'il précise qu'il y a eu cette avancée, qui est quand même une avancée notable dans la quête vers la mise en place des outils de l'UEMOA au Bénin. Si je peux ajouter quelque chose d'important, hein, c'est toute l'importance qu'a eu justement ce programme sur les aspects politiques, avec à un moment une assise au niveau de ministère qui était très importante et qui fait la différence avec une ancienne capitalisation qu'on a faite des programmes Santé Sud, où un des reproches les plus importants, c'est que justement cette ONG n'avait pas assez investi le niveau étatique. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on avait, une vieille capitalisation faite avec Marc Lévy, de la difficulté des ONG, ça a évolué, hein, mais à intervenir et à travailler à ce niveau-là. Je pense que là, il y a vraiment un atout et quelque chose de tout à fait spécifique qui est très porté par, comme on vient le voir, le chef de projet. Alors, il y avait deux interventions. Peut-être que Adrien, vous pourriez préciser en ce qui concerne la rémunération, notamment la rémunération et les primes qui sont données aux personnes qui travaillent dans les mutuelles. Peut-être que vous souhaiteriez faire partager une expérience du Burkina et du Togo. Oui, en fait, en gros, c'est que du coup, nous, avec les médecins conseils qui vérifiaient les prescriptions, on s'aperçoit qu'il y a en effet souvent des surprescriptions de médicaments. Et en fait, en creusant et en discutant avec les médecins des centres de santé, il y en a certains qui ont fini par pouvoir nous dire qu'en fait, les salaires fixes donc versés par l'État étaient faibles et que la manière dont ils avaient d'avoir des compléments de salaire, c'était de faire des prescriptions plus importantes et que du coup, l'industrie pharmaceutique reversait à la pharmacie du centre de santé un montant en fonction des prescriptions qui avaient été faites et que ce montant permettait le fonctionnement du centre de santé. En fait, c'était la manière de se financer grâce à l'industrie pharmaceutique parce que justement, le financement donné par l'État était trop faible pour le fonctionnement du centre de santé. Et que du coup, ça rendait très compliqué les discussions sur la question des surprescriptions. Parce que au bout d'un moment, il y avait certains médecins qui pouvaient me dire, oui, en effet, il y a une surprescription, mais en fait, si on fait ça, si on fait pas ça, on peut pas être financé parce que c'est l'industrie pharmaceutique qui permet de financer ça. Donc voilà, c'était un peu. Je voulais savoir si vous aviez repéré des choses un peu similaires au Bénin ou en Guinée ou non. Et du coup, si oui, s'il y avait voilà, des choses qui avaient pu être mises en place ou discutées pour ça. Mais en tout cas, pour nous, ça a pris du temps avant de repérer ça. Parce que au début, il y avait beaucoup de questions de est-ce que c'est une surprescription ou non. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui ont pu nous dire en fait, on sait qu'on surprescrit, mais c'est la seule manière qu'on a de se financer. Donc voilà, c'était un peu la question que je voulais savoir. Est-ce que vous aviez eu des choses un peu similaires ou pas? On peut peut-être demander, Mesmin, à l'équipe, à mon équipe là, à Bapaté ou Nadia, ceux qu'ils ont pu faire remonter, parce que je crois qu'ils ont des éléments, simplement pour dire de mon côté qu'il y a une réalité là, je pense, hein, mais c'est une espèce de fuite en avant et qui empêche justement l'État de prendre ses responsabilités. Donc à un moment, il faut faire un choix et prendre des risques par rapport à ça. Mais je laisse la parole peut-être au docteur Bapaté. Nadia, peut-être. Oui, bonjour tout le monde. Je pense que la surprescription aussi est constatée en Guinée et partout ailleurs, hein. Sauf que les raisons derrière ne sont pas les mêmes. Ici, voilà, l'État, les centres de santé ne collaborent pas avec des pharmacies, voilà, pour lesquelles ces doivent reverser
des rétributions. Non, c'est pas le cas. Ici, peut-être que le médecin conseil que je vois déjà ici en ligne peut témoigner. Les surprescriptions qui sont constatées ici sont généralement du fait que voilà, les prescripteurs ne maîtrisent pas du tout la prise en charge de la pathologie en question, juste par rapport vraiment à cette méconnaissance dans la conduite thérapeutique, ou bien que, voilà, peut-être que ça peut avoir des raisons de renflouer les caisses du centre de santé en question, mais ce n'est pas en partenariat avec une pharmacie externe où il faut prescrire que le patient part chercher ailleurs les médicaments et qu'en retour, cette pharmacie-là puisse verser des rétributions au centre de santé en question. Non, je pense que c'est beaucoup plus lié, voilà, un peu à parce que dans la plupart des cas, dans les centres de santé, c'est pas des médecins, comme Mesmer l'a souligné, c'est pas des médecins qui assurent les soins. C'est vrai que parfois les médecins sont des responsables de ces structures-là, mais c'est des médecins qui sont beaucoup plus administratifs, qui participent aux rencontres, aux différentes rencontres avec le district sanitaire, à tout ce qui concerne la gestion, et puis voilà, la remontée des informations, comment planifier tout ceci. Mais les acteurs qui sont impliqués dans la prise en charge des cas, réellement, ce sont des personnes qui sont peu qualifiées, c'est des ATS parfois, et parfois des infirmiers. Donc, c'est vrai qu'il y a des ordinogrammes de prise en charge, mais il y a tout un tas de pathologies qui échappent à ces ordinogrammes. Voilà, voilà, si tu n'as pas une expertise un peu spécifique en tant que médecin, tu ne peux pas, disons, faire une conduite adéquate. Donc, les surprescriptions, il y en a, mais c'est surtout lié à ça, à cette qualification, sous-qualification. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant peut-être de poser peut-être les deux questions, mais peut-être c'est pas forcément utile vu qu'on a pas mal échangé, mais bon. Je sais que peut-être Junior, vous avez un peu prendre la parole, vous avez rapporté encore des éléments peut-être de comparaison avec la RDC qui peuvent être intéressants, si vous êtes disponible. Sinon, nous passons aux questions clés. Ok, on peut passer aux questions clés du coup. Alors, on aurait peut-être, en tout cas, on aurait souhaité peut-être avoir vos retours concernant notamment les partis pris qui ont été choisis dans cette démarche de capitalisation, à savoir notamment les objets, puisqu'il y a eu tout un travail de précision de l'objet de capitalisation, que les cinq domaines qui ont été définis comme étant en tout cas sujets intéressants à capitaliser. Est-ce que, d'après vous, ils suffisent comme évidence pour convaincre les pouvoirs publics? Est-ce que ce sont des éléments qui sont en tout cas pertinents? Est-ce que d'autres auraient pu être mis en œuvre, en évidence, je veux dire? Et quelles sont, selon vous, les formes de professionnalisation essentielles pour un renforcement des mutuelles dans le cadre de la couverture santé universelle, donc en termes de métier, en termes de passage à l'échelle, de structuration, d'harmonisation, et aussi notamment en référence à vos contextes aussi respectifs et vos projets respectifs. Est-ce que vous souhaiteriez notamment prendre la parole? Alors, je reviens aussi vers Junior si vous êtes disponible, puisque vous avez notamment apporté pas mal d'éléments comparatifs avec votre contexte en RDC. Ça peut être intéressant de vous entendre sur ce sujet. Non, ça me semble compliqué de vous lire, Junior. Je vais pas forcément vous donner d'éléments. En tout cas, bon, ce que vous dites, c'est que la mise en œuvre de la CSU est faite de façon très différente en RDC, qu'il y a eu création d'établissements publics de facilitation, dont chacun s'occupe de la régulation et du contrôle du système, du financement, digitalisation, réglementation pharmaceutique. Et également des structures qui s'occupent de recouvrement de fonds, qui collaborent avec les mutuelles, ainsi que les médecins conseils. On n'a pas encore certifié les infirmiers, mais les médecins conseils contribuent à la contre-expertise des prestations pour que le paiement des hôpitaux se fasse
Alors, c'est un peu dur de vous lire parce qu'effectivement, je n'ai pas tout le visuel, mais les mutuelles servent aussi au recouvrement pour aider l'établissement, pour permettre de mieux atteindre les missions des mutuelles notamment. Et donc, chez vous, en RDC, la CSU intègre à la fois le public et le privé. Voilà. Alors après, moi, ça aurait été peut-être mieux que vous précisiez parce que j'avoue que vous lire n'est pas forcément évident. Je vous invite les autres participantes, si vous avez éventuellement des éléments, notamment de conseils ou de retours à apporter par rapport à ces choix thématiques qui ont été faits, notamment en vue de porter un plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Et du coup, l'évolution, en tout cas, des mutuelles demain, est-ce que, voilà, et en termes de professionnalisation de ces mutuelles? Claire, je souhaite quand même qu'on redéfinisse un peu les sigles là pour les participants. MC, CS, tout ça pour que les gens puissent, parce que nous, on a effectivement basé sur ces 5 objets, c'est-à-dire la mobilisation sociale, qui est l'une des pratiques un peu des mutuelles de santé dans presque tous les pays. Donc le MS, c'est la mobilisation sociale, c'est le contrôle social pour le CS. Voilà, donc c'est la médecine conseil, dans quelle mesure les mutuelles contribuent à réduire les inégalités d'accès aux soins, l'IA, et puis contribue effectivement à renforcer la qualité des soins. Donc, c'est ces éléments que nous avons, que le consultant a présenté, que je reprécise ici, quoi. Est-ce que ces éléments sont suffisants effectivement pour effectivement renforcer le plaidoyer? Merci. C'est peut-être ambitieux comme question. On a déjà eu pas mal de retours, pas mal d'échanges avec notamment les éléments de précision que vous nous aviez demandé. Ouais, si je peux me permettre une réflexion, donc c'est Bénédicte Fontenot, vous m'entendez? Tout à fait, très bien. Ouais. En fait, si on regarde ce qui s'est passé en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest, le seul pays, le Sénégal, qui a été loin dans la mise en œuvre d'un système de protection sociale santé qui incluait les mutuelles de santé, c'est qu'à un moment, ça a été une décision politique, hein, de la présidence, qui était informée, poussée par des personnes qui étaient proches de la présidence. Et donc, il en a fait une promesse électorale à Macky Sall lors de la campagne électorale de son premier mandat. Dans une situation où les mutuelles de santé au Sénégal existaient depuis longtemps, étaient plus structurées que ce que l'on peut observer dans d'autres pays, mais ne montraient pas des résultats faramineux non plus. Donc, c'est pour ça que peut-être que c'est difficile de répondre à cette question-là, parce que qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui peut servir en fait à convaincre les pouvoirs publics, c'est qu'à un moment, ça devienne l'agenda de décideurs politiques et parfois, quelle que soit la situation, voilà, du domaine en question. Donc, je suis pas sûr que enfin, la manière dont la question est posée en fait permette vraiment de dire si ça suffit ou ça ne suffit pas. C'est pas tellement comme ça qu'on a vu les choses bouger dans des pays où les choses ont bougé. Et c'est pas beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Il y a eu des espèces de montées comme ça, de momentum à certains moments, et puis de redescente. Enfin, on connaît ça depuis une trentaine d'années, donc je pense qu'il faut un peu accepter ça comme une réalité aussi. Et tant qu'il n'y a pas un leadership politique qui s'empare de cette question-là, ça ne bougera pas. Quel que soit, hélas,
ce que l'on peut observer sur le terrain et qui peut être parfois positif, mais qui demande à être beaucoup plus objectivé, en fait. Donc là où on a besoin vraiment d'éléments, c'est de chiffres, en fait, de chiffres qui démontrent la bonne gestion, qui démontrent une amélioration du taux de fidélisation, une augmentation du taux d'adhésion. C'est de cette manière-là. Or, dans les contextes ouest-africains, il y a relativement peu d'attractivité aux mutuelles de santé, non seulement en raison de la qualité des soins, qui, comme vous l'avez dit, reste extrêmement faible, hein, pour les raisons que vous avez vous citées, hein, d'infrastructure, de niveau de salaire, de formation et d'engagement de certains personnels de santé. Et par ailleurs, et ça c'est peut-être une question plus fondamentale, on pourrait se demander si en fait c'est réellement intéressant et attractif pour des habitants de s'affilier à une mutuelle de santé qui couvre essentiellement les soins de santé primaires, c'est-à-dire ceux qui, en fait, ne coûtent pas le plus cher, qui sont fréquents, donc des problèmes fréquents, mais qui ne coûtent pas le plus cher. Et c'est pas ces problèmes-là, en fait, qui vont fragiliser les revenus des personnes qui sont à même de pouvoir cotiser et donc qui ne sont pas les personnes les plus vulnérables non plus. Donc, ça pose des questions sur la manière dont on intervient et dont on peut concevoir des interventions autour des mutuelles de santé et se demander si il ne faut pas effectivement aussi permettre le financement d'un paquet de soins, d'un paquet assurantiel qui soit plus attractif pour les habitants. Sans cela, je pense que les personnes, en fait, n'adhèrent pas pour des raisons très rationnelles et ont peut-être raison de ne pas adhérer parce qu'effectivement, le gain reste limité en termes financiers pour ces personnes-là. Ajoutons à cela que l'on sait que de manière générale, peu de personnes, en fait, fréquentent les services de santé, une minorité de la population, et que donc on ne peut pas partir de calculs qui considèrent que 100% des habitants euh, voudraient, s'ils le pouvaient, fréquenter les services de santé. Donc en fait, ça pose à chaque fois des questions assez fondamentales qui pour moi reviennent un petit peu à questionner certains postulats que l'on manipule, enfin que l'on manipule, que l'on avance dans les différents programmes d'appui aux mutuelles de santé, que sont le bénévolat, un paquet de soins de santé primaires, etc., etc., et qu'on voit bien qu'en fait, tout ça ne permet pas en fait la confiance et l'attractivité dans ce qui est proposé. C'est des réflexions, hein, mais voilà, je pense qu'il faut aussi tirer la pensée peut-être aussi de ce côté-là. Merci beaucoup Bénédicte pour ces éléments très, très précieux. Est-ce que Marc, Mesmin ou Cher, vous souhaitez Oui, rebondir par rapport à ces éléments posés? Oui, Cher. oui, à la suite de Bénédicte, je voulais juste préciser deux choses. Je suis moi-même sénégalais, mais en fait, pour parler un peu de la genèse, donc de la mise en place des mutuelles, donc il faut dire que bien avant, très bien avant, il y avait des mutuelles à but professionnel. Ça veut dire qu'on pouvait avoir une entreprise qui, en fait, dicte à ses employés de se mettre en mutuelle, effectivement, pour s'assurer de pouvoir mutualiser les risques. Ça, c'est de un. Et de deux aussi, ce que le Sénégal a fait, c'est d'avoir créé une agence pour la couverture maladie universelle. Donc, une direction nationale qui chapeaute toutes les mutuelles. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, tout devient professionnalisé. Et c'est hyper important. Et en économie de la santé, on voit très bien qu'ils sont malins parce qu'en fait, ils ont pris en charge ce qu'on appelle les vulnérables. Les cotisent pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir saquer des cotisations des mutuelles. Et ce qui fait que finalement,
En fait, ça va de soi et que tout le monde devra pouvoir, donc, en fait, comment dirais-je, adhérer à ces mutuelles et de manière progressive, on voit que, en fait, le taux de couverture devient de plus en plus important. Euh, j'ai été interpellé par Claire, donc je pense que l'intervention de Bénédicte reste le fond du sujet, la volonté politique. C'est-à-dire le Sénégal, c'est la volonté politique. Et nous sommes arrivés au fil des ans à la conclusion, et les bénéficiaires, les populations aussi sont arrivées à la conclusion en regardant ce qui se passe au Sénégal ou ailleurs pour dire que s'il n'y a pas de volonté politique, pendant que, bon, en Guinée par exemple, les acteurs sont allés les acteurs mutualistes sont allés au Sénégal, ils ont vu l'expérience sénégalaise et ils se sont dit, mais pourquoi nous on continue de cotiser la totalité alors qu'un pays comme le Sénégal, l'État contribue. Voilà, donc je crois que ça a permis également de désarmer des gens. Donc c'est la volonté politique. Et si cette volonté politique n'existe pas, soit on fait un baraque ou bien on continue de chercher des éléments pouvant nous permettre d'impulser cette volonté politique. Et je crois que c'est là où on en est réduit aujourd'hui. On est en train de courir vers l'incitation à la volonté politique. Et je crois que c'est ça qui nous amène effectivement à rester sur ces éléments pour dire, si nous mettons effectivement tous ces éléments en pratique et qu'on avance sur les questions de structuration, d'harmonisation, on pourrait effectivement avoir de bons résultats, ce qui n'est pas encore le cas. Effectivement, c'est pour ça que je dis, on n'a pas encore suffisamment de choses à vendre, mais on ne peut vendre aujourd'hui que ce que nous avons, qui est un peu là, quoi. Donc, je suis entièrement d'accord que sans volonté politique, les mutuelles n'ont pas d'avenir. Et aujourd'hui, il y a quand même des signaux. Dès qu'il y a des signaux, la Guinée, il y a eu cette loi. Après, bon, il y a eu changement de régime et puis les choses se sont casées. Mais je pense quand même que les réflexions en cours aujourd'hui dans les pays, que ce soit le Bénin ou en Guinée, vont dans le sens de la CSU. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est quelle est la place effectivement des mutuelles dans la CSU. Voilà. Si tout le monde, si les États arrivent à prendre en charge tout le monde et qu'il n'y ait pas de problème, je crois que les mutuelles vont mourir de leur propre mort. Mais on n'en est pas là aujourd'hui et aucun pays n'en est encore arrivé là. Donc je pense que le fait de permettre à certaines catégories de personnes chaque année d'avoir accès à un minimum, je crois que c'est un élément sur lequel on surfe aujourd'hui pour avancer. C'est ce que je peux dire. Mais la volonté politique reste fondamentale. Merci Mesma. Alors je vais juste reporter une dernière remarque dans le chat puisqu'il nous reste 4 minutes avant de conclure. On avait donc une remarque sur la disponibilité des données de santé qui était un problème majeur notamment à Madagascar. Et que du coup les mutuelles possédaient ces données en fait, avec qu'elles soient quantitatives ou qualitatives sur ses membres, mais que voilà, ça restait assez léger en termes, j'imagine, de diffusion ou d'exploitation de ces données, puisqu'il n'y avait pas de considération par les autorités sanitaires et que c'était ce manque de cadre légal qui constituait un frein pour le développement des mutuelles. On avait un peu cette remarque. Alors, je ne sais pas si peut-être on peut conclure, Mesma et Cher, par rapport notamment à les suites immédiates, j'ai envie de dire, de cette étude dans le contexte de votre projet, à court terme, on va dire. Bon, à court terme, oui, je remercie Marc pour ce travail que nous avons fait ensemble et toi pour l'accompagnement qui a été fait. On ne savait pas le faire et on s'est rapproché de vous pour qu'on puisse avoir ça. C'est déjà pour nous une avancée significative, mais on ne va pas en arriver là parce que ça fait partie des priorités un peu du projet. Nous pensons très rapidement dans le trimestre dans lequel nous sommes, organiser dans chacun des deux pays, des territoires, la présentation, le partage un peu des livrables, d'accord, qui sont les supports un peu
qui ont été produits et qui n'ont pas été présentés ici. Voilà, donc de présenter effectivement ces différents supports et ensemble avec les partenaires, de travailler à l'adaptation dans chaque contexte pour avoir des supports qui puissent permettre effectivement de faire du plaidoyer, de renforcer le plaidoyer, pas de faire le plaidoyer. Et je crois que ces ateliers vont s'organiser très bientôt. Nous venons d'arriver, de commencer l'année, donc on va faire ça dans chaque pays. Et à la fin de ce travail, on aura des supports, effectivement, qu'on pourrait imaginer mettre sous impression. Ça dépendra un peu des supports qu'on aura décidé. Nous disposons un peu de budget pour effectivement les imprimer et pouvoir les diffuser d'une certaine manière auprès de qui de droit. Donc voilà un peu les éléments sur lesquels nous allons aller très rapidement. Donc voilà. Donc je profite pour remercier tout le monde. Donc en ma qualité de chef de projet pour avoir participé et pour les apports en fait. Je vous remercie. Merci beaucoup Mesmin, merci Cher, merci à l'équipe de consultance portée par Intermonde et merci à toutes et tous pour vos contributions, vos questions et votre présence. Donc effectivement, cette session a été enregistrée et donc sera partagée à l'ensemble donc des personnes qui ont participé ainsi que alors peut-être que je m'avance un peu trop, mais je pense que le support Marc, est-ce que c'est OK si on partage le support en PDF, le PowerPoint? Même si, effectivement, nous avons la synthèse et les différents livrables qui sont accessibles. Oui, Mais ça peut être une bonne idée, oui. Ça a été demandé, en tout cas, dans le chat. d'accord. On vous partagera tout ça, en tout cas, très, très prochainement. Et merci à vous. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, en tout cas. Merci à tous. Désolé pour ceux qui avaient levé la main et qu'on n'a pas pu prendre, du coup, hein. Il y avait encore des demandes d'intervention. Mais Mounatou, Oui, il restait encore des interventions, mais bon, après, je pense que ça peut être un peu compliqué d'aller au-delà. En tout cas, n'hésitez pas, je pense que Marc, tu peux peut-être remettre je ne sais pas si tu veux mettre tes coordonnées ou en tout cas pour continuer à échanger. Ça peut être intéressant, mais en tout cas, nous allons vous communiquer donc les différents supports et voilà, n'hésitez pas. aussi toutes les En tout cas. coordonnées, effectivement, si vous avez Ouais. envie de prolonger le débat, n'hésitez pas, ça serait avec plaisir en tout cas. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Voilà, bah, de toute façon, vu que vous aurez le support, les coordonnées sont dans le support, donc vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà. Merci à tous, merci à toutes et une bonne fin de journée à vous. Merci Merci Claire, au revoir. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Plaisir de se revoir. Merci à vous.